Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour cette formation en ligne dont le sujet est travailler avec l'extrémisme violent religieux dans le monde francophone européen, en particulier en détention. Cette formation est organisée par le programme Mind Before Act, qui est un programme H2020 de l'Union européenne et dont le but est une innovation des pratiques en matière de prévention de l'extrémisme violent. Donc le programme, brièvement, le programme H2020, c'est un programme de recherche-innovation qui arrive bientôt à sa fin et il est composé d'une équipe internationale dont quelques Français. La logique de l'Union européenne ces dernières années, c'était, après avoir défini ce que c'était que la radicalisation et l'extrémisme violent, aujourd'hui, on en arrive à des préoccupations plus technico-opérationnelles qui concernent par exemple comment favoriser l'innovation quand cela est nécessaire ou comment favoriser des bonnes pratiques aussi bien pour les forces de sécurité que pour les travailleurs sociaux dans une démarche préventive. Donc, disons que l'Union européenne fournit une innovation générale qui est mise en pratique par les États membres, par les politiques nationales, voire locales. Les intervenants du jour, nous serons deux. Lucie, je te laisse te présenter si tu veux. Lucie Pontézière, bonjour. Je suis chercheur associé à la FRS et depuis 2015, j'étais responsable des programmes d'insertion d'une association, l'association Sans Murs. J'ai aussi contribué à élaborer les modules d'insertion et d'élaboration de projets personnels et professionnels dans le cadre du programme AMAL, qui était dirigé par Jean-Luc Marais, mené dans le cadre des travaux de la FRS. Auparavant, j'ai travaillé pendant toute ma carrière à Pôle emploi, donc dans le secteur de l'emploi, en particulier en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi ou avec des freins sociaux périphériques. Voilà. Et on trouvera ton lien LinkedIn en incrustation. Oui. Quant à moi, je suis un ancien travailleur social et j'ai complété par quelques études et je suis maintenant maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. C'est une sorte de centre de recherche privé, mais dans le conseil d'administration, nous avons des représentants des grandes administrations régaliennes françaises et nous travaillons pour des partenaires publics ou privés français ou européens. À ce titre, j'ai travaillé puisque je suis plutôt en charge de l'extrémisme violent et du terrorisme contre-terrorisme à la Fondation. J'ai travaillé pour différents programmes européens, Saphir, Impact, Mind Before Act. Je suis aussi membre d'un réseau d'experts auprès du Bundeskriminalamt et NET. Et j'ai longtemps travaillé à Washington, où j'ai fait pour l'Union européenne une comparaison entre les gangs, entre l'action des gangs en détention aux États-Unis et disons, les réseaux de prosélytisme violent dans les prisons européennes. Et actuellement, je suis chercheur à l'université, associé à l'université George Washington, qui a un centre sur l'extrémisme violent. Et j'ai publié quelques ouvrages et vous voyez aussi ma fiche LinkedIn. L'intitulé de la formation d'initiation, qui sera à utiliser en référence, s'il vous plaît, si vous voulez l'ajouter dans un CV, est la suivante. Travailler avec l'extrémisme violent religieux, la prison dans le monde francophone européen. La prison dans est en parenthèse, car si nous allons en parler beaucoup, il y a aussi beaucoup de choses qui concernent d'autres milieux et d'autres professionnels. Et la référence est FRS-H2020 Mind Before Act, 22 juin 2020. Donc, en gros, globalement, notre approche sera la suivante. 1, modèle explicatif de la radicalisation violente. 2, une problématique un peu plus spécifique sur les interactions et perceptions entre les bénéficiaires, appelons-les comme ça, mais si on travaille en détention, on peut les appeler les détenus. Je parlerai en particulier de la notion de langage spécifique djihadiste francophone et de la notion rebattue de taqiyya pour m'en méfier un peu et suggérer de vous en méfier. Ensuite, nous aurons une problématique psychosociale et je montrerai en particulier des exemples d'outils de gestion de la colère et de la violence physique ou verbale quand on est en intervention face à face avec des gens radicalisés violents. Puis ensuite, Lucie aura une optique sur le travail social et nous terminerons par
aborder cette vaste question qui n'a pas encore de solution satisfaisante, spécialement en France, de l'évaluation. Et on pourra approfondir si le besoin est ultérieur. Voilà, donc modèle explicatif de la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent. Alors, c'est un enjeu sociétal, cette définition de l'extrémisme violent, et c'est désormais un sujet légitime pour la recherche, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, personne ne travaillait sur le sujet, et il y a même certains chercheurs qui considéraient que c'était un sujet qui n'était pas légitime. La violence de l'autre n'étant pas du terrorisme, mais simplement la violence de l'autre. Donc il y avait un refus d'aborder ce sujet. Et du point de vue des politiques publiques, on avait une approche qui était strictement de sécurité, et je ne dis pas sécuritaire, et on prenait peu en compte les aspects de prévention ou de réinsertion pour ce type de population. En tout cas, il y a eu, je pense, une complexité croissante des modèles et définitions sur ces 50 dernières années sur ces sujets. Le problème, c'est qu'il y a toujours, peut-être moins, espérons-le, des biais nombreux que je vais essayer de vous montrer maintenant, avant d'avoir une approche très pratique. Suivant, s'il vous plaît. Le premier modèle explicatif ou théorie explicative qu'on peut citer en ce qui concerne l'extrémisme violent allant jusqu'au terrorisme, c'est le modèle en 1968 de Ted Gore, qui a dit, d'abord, il y a une agression, quelqu'un ou un groupe de population ou un individu est agressé, ça suscite une frustration et ça entraîne une réaction, en l'espèce une forme d'extrémisme violent, voire du terrorisme. Bon, cette approche avait de nombreux points non abordés, par exemple la non-rationalité ou les aspects psychiatriques. Là, on a une sorte de réaction plus ou moins rationnelle, c'est le postulat implicite, face à une agression. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ces trois étapes qui sont de surcroît très linéaires. Ensuite, il y a eu des études spécifiques, par exemple, il y en a eu des centaines, sur le rôle sacrificiel de la mère épouse en Tchétchénie, qui expliquait comment certaines femmes tchétchènes, veuves, pratiquaient des attentats suicides. Donc il y avait une sorte de terrain anthropologico-culturel et sociologique. Puis il y a eu beaucoup de travaux sur la sociologie politique de l'extrême droite violente américaine. On a travaillé aussi sur l'extrême droite allemande, européenne, puis l'extrême gauche, bien sûr. Ce type d'études arrive à des résultats intéressants pour la connaissance, mais peut-être pas immédiatement, c'est le critère décisif, utile pour un travail de désengagement ou de prévention de la radicalisation violente, voire d'ailleurs dans une perspective policière antiterroriste en matière de détection. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a eu une étude allemande qui est assez célèbre parce qu'elle a porté sur la fraction armée rouge, Rote Armee Fraktion, et qui a abouti à l'idée que le réseau principal, le cœur de ce groupe, était formé de citoyens allemands de 18, 22, 23 ans qui s'opposaient à leur famille et par extension aux valeurs de la société ouest-allemande, et qui avaient formé ce qu'on appelle en sociologie, en psychosociologie, un moi collectif. En gros, une bande pour qui la violence représentait une sorte de transition temporaire vers la maturité. Bon, on signalera que cette étude a été faite par des psychologues travaillant pour le BKA, de sorte que il est possible qu'elle ait été robuste, objective, mais il est possible aussi qu'il y ait eu des biais volontaires ou involontaires. Ensuite, on a eu d'autres exemples. On pourrait vous parler de l'extrême gauche italienne ou de l'extrême gauche française, mais j'aimerais prendre le cas de l'extrême droite américaine. Il y a eu des études dans les années 80 à la suite de la montée, et 90 à la suite de la montée en puissance du suprématisme blanc, d'études plutôt sociologiques en général, y compris pour le FBI, qui tendaient à montrer que le profil le plus fréquent, à 98%, et le chiffre est précis pour l'étude que je cite, c'était en gros des petits blancs ruraux sous-diplômés qui voyaient la réussite de minorités visibles avec beaucoup de ressentiment. Les 2% qui restaient, c'était des Indiens d'Amérique, des Amérindiens qui étaient associés à ces groupes. À l'inverse, autre origine et profil sociologique, l'extrême gauche américaine des années 70-80 était
largement issus des minorités visibles, en particulier noirs et latinos, et issus des grandes villes américaines, par exemple Chicago ou Washington, et souvent très éduqués universitairement. Donc là, on avait dans les deux cas des profils différents. Maintenant, je pense que dans un aspect antiterrorisme ou préventif, je pense que c'est très global comme étude et que ça a le mérite de faire penser que si on veut trouver des suprématistes blancs à l'époque où cette étude a été faite, ça veut dire qu'il faut surtout aller dans la campagne américaine blanche et vice-versa pour l'extrême gauche américaine. Mais à part ça, en face à face, dans une logique de détection ou dans une logique de prévention avec du travail psychosocial et une évaluation robuste, c'est trop global comme approche, comme étude. Et en plus, c'est potentiellement biaisé. Le problème de toutes ces études que je viens de citer, c'est que soit elles ont un angle qui est trop réducteur et trop global et pas assez applicatif, soit qu'elles utilisent une seule discipline et on manque le reste. Et je vais vous donner un exemple. Si on a une approche sociologique de l'extrémisme violent et par exemple du djihadisme qui frappe ou qui concerne l'Union européenne et en particulier les pays de l'Ouest européens, on aura une focale exclusive ou quasi exclusive sur les facteurs sociologiques et on aura des choses du style quartier défavorisé, chômage et production de djihadisme. Il y a même une sociologie combattante qui aura tendance systématiquement, parce que ce serait du militantisme discret, à les voir comme des victimes de différentes choses. Exemple 2, si on a une approche plutôt psychologisante, et là nous vous parlons tout à l'heure de l'approche comportementalo-cognitiviste contre la psychanalyse, on aura une accentuation sur les facteurs individuels ou du groupe psychosociologique et on tendra à surregarder les facteurs, je dirais, les facteurs, ça c'est ma fille, les facteurs psychologiques ou psychiatriques, les pulsions suicidaires, les aspects borderline du passage à l'acte, le suicide indirect, comme disent les Américains, suicide by cop, le suicide indirect, comme le dit le FBI, ou la MOC, comme le disent les forces contre-terroristes spécialisées en France. Et on manquera d'autres aspects, par exemple les aspects théologiques ou les aspects sociologiques. Et si on ne regarde que la théologie, on aura le sentiment que islam égale islamisme égale djihadisme, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, parce qu'il y a une sorte de théologie djihadiste spécifique. Voilà. Donc, un des défis ici, spécialement quand on est dans un pays centralisé qui travaille du haut vers le bas, c'est que quand la puissance publique décide de disséminer des concepts et par conséquent des programmes ou des grilles de lecture, il vaut mieux que le sommet ne se trompe pas, parce que sinon toute la base opérationnelle se trompe. Et on peut citer un exemple d'une erreur, c'était l'approche sectaire qui considérait que, en totale distinction avec les pratiques des autres pays européens et même du monde, que le djihadisme était sectaire et on a mis en place cette approche essentiellement pour pérenniser une structure administrative qui était un peu en déclin et parce que c'est eux qui étaient les plus proches du réseau des fonctionnaires qui ont rédigé les premiers documents français programmatiques sur le sujet. Et maintenant, on a changé cette approche. Mais ça, c'est un des inconvénients des puissances publiques quand elles émettent des concepts et des programmes qui sont biaisés ontologiquement par défaut d'être interdisciplinaires. Alors, pour vous montrer la complexité des choses à l'heure actuelle telles qu'elles sont conçues, j'aimerais vous citer ce schéma. C'est un schéma qui a utilisé un logiciel de mise en réseau, le Social Network Analysis, l'analyse sociale des réseaux. Et c'est le programme FP7 Saphir qui était financé par l'Union européenne et qui a défini la radicalisation violente
comme un processus multivariable, ce qui renvoie à l'aspect multidisciplinaire auquel je faisais référence précédemment, et non linéaire, pouvant concerner chacun et en théorie éventuellement arrêtable. Alors expliquons, y compris le schéma. Processus multivariable, ça veut dire que on part d'une situation pacifique, normale, légale, avec certaines caractéristiques psychologiques, sociales, culturelles, anthropologiques, légales, etc., qui font qu'un individu, par exemple au gré des circonstances, des rencontres, en ligne ou réelles, commence à avancer sur la voie d'un extrémisme violent. Ça peut aller rapidement, ça peut aller très lentement. Il peut y avoir des phases où il y a des doutes et l'individu arrête de voir les gens qui le motivent, les motivateurs ou les facilitateurs qui le motivent pour aller en direction de l'extrémisme violent, quel qu'il soit. Donc, c'est l'aspect non linéaire, pouvant concerner chacun et en théorie éventuellement arrêtable. C'est les chercheurs et les praticiens qui ont fait ce programme voulais simplement souligner que l'extrémisme violent, principe de réalité, ne concerne pas seulement le djihadisme, mais d'autres formes de violence, par exemple l'extrémisme de droite violent ou émergent à mon avis à l'heure actuelle, l'extrême gauche extrémiste violente. Il faut rappeler que ce programme n'était pas franco-français, mais européen, et que les pays d'Europe du Nord, il y a 4 ou 5 ans, quand ce programme a été fait, avaient déjà de nombreuses initiatives et travaux et programmes concrets travaillant sur et avec l'extrême droite violente. C'est un problème qui est très présent en Europe du Nord, qui l'est moins en Europe de l'Ouest et du Sud pour l'instant. Donc, cette étude et cette définition est très européenne pour ce motif. Alors, le schéma que vous avez là, c'est intéressant parce que ça peut permettre, in fine, de vous montrer que l'extrémisme, la radicalisation menant à l'extrémisme violent ne saurait être monocausale, ne saurait avoir une seule explication simple du style c'est la religion, c'est la pauvreté, c'est les origines diasporiques ou c'est la psychologie. En réalité, il y en a des dizaines, voire des centaines, y compris dans chaque individu. Alors, expliquons ce graphe, ce schéma. En fait, l'équipe de ce programme a fait une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse des analyses de toutes les conclusions de programmes et de descriptions de programmes et de protocoles de détection des extrémismes violents en retenant les variables principales, par exemple la colère, ou l'incapacité à gérer sa frustration, ou un corpus théologique qui autorise, qui conduit à l'illégalité des attentats suicides, etc. Le taux de chômage, le problème de l'endoctrinement dans certaines zones urbaines ou périurbaines. Bon, voilà. Et donc, il y a des associations qui ont été faites entre ces différentes variables retenues. En vert, c'est l'ensemble des variables. Ça représente en gros la connaissance du savoir sur l'extrémisme, sur les extrémismes violents il y a 4 ou 5 ans. Donc, ça représente plusieurs centaines de variables, mais vous voyez qu'il y a moins de points, ce qui veut dire qu'il y a des thématiques qui, à l'époque et qui aujourd'hui encore, sont surprésentes. Par exemple, le taux de chômage, ou des aspects psychologiques ou comportementaux ou éducatifs, ou biographiques, l'âge ou le sexe, qui sont des données importantes. Et la petite partie en haut à gauche que vous voyez, le petit réseau plus pâle, ça, c'est les principaux axes de développement des programmes de prévention qui étaient mis en place à l'époque. Donc, vous voyez que, en réalité, toutes les variables conduisant à l'extrémisme violent sont observées, enfin plutôt, il y a un très grand nombre de variables qui sont observées, mais toutes ne sont pas ou n'étaient pas alors concrétisées, c'est toujours le cas, et utilisées dans des programmes de prévention ou dans des protocoles de détection. Donc, quand on vous dit que c'est la sociologie qui explique, ça me paraît non seulement non scientifique, mais ça me paraît limité d'un point de vue pratique et opérationnel. Donc, je crois qu'il faut en rester à une sorte de neutralité et prendre toutes les disciplines qui peuvent avoir un intérêt pour observer ce phénomène complexe. Donc, ce modèle que je viens de vous montrer est interdisciplinaire, multivariable, non linéaire par rapport à certains modèles.
mais ça, je l'ai déjà indiqué. Alors, j'aimerais vous parler maintenant, on rentre un peu plus dans le concret. J'aimerais vous parler avec Lucie de la problématique de l'interaction ou des interactions en face à face ou en travail de groupe avec des gens qui sont caractérisés, par exemple, légalement ou administrativement comme proches ou extrémistes violents, quel que soit cet extrémiste violent. En l'occurrence, compte tenu que c'est une approche francophone, nous avons davantage axé notre approche sur, disons, le djihadisme. Donc, j'aimerais vous parler du langage et du concept de taqiyya. Alors, le langage, dans le cadre du programme Mind Before Act, j'aimerais vous signaler, je le mettrai en lien, que nous avons nous avons élaboré un outil pour interagir avec les bénéficiaires, par exemple les détenus, parce que nous nous sommes aperçus quand nous sommes intervenus en prison et quand nous intervenons en détention qu'il y a souvent deux communautés qui se regardent et qui interagissent peu, en particulier du côté des du secteur pénitentiaire et des détenus. Il peut y avoir des dysfonctionnements fondés sur des incompréhensions. Et nous avons considéré, et c'était une demande qui a informellement été exprimée par le terrain, que ça pouvait avoir un intérêt de produire une sorte de glossaire des mots utilisés par les djihadistes francophones, en particulier en détention, à destination des personnels pénitentiaires, SPIP, travailleurs sociaux, psy, médecins, etc., au sens large, et même des policiers d'ailleurs, puisqu'on l'a testé, on l'a envoyé à différents policiers, français et belges, et suisses, pour non seulement le vocabulaire théologique, ça c'est évident, mais aussi le vocabulaire de l'interaction quotidienne. Le principe étant que l'incompréhension peut avoir des conséquences dramatiques, par exemple, compte tenu de la violence physique ou verbale. Donc ici, aujourd'hui, on ne parlera pas, quoi qu'on aurait pu, des postures à adopter pour prendre en compte les violences physiques ou verbales. Il y a différentes méthodes comme l'assertivité, peut-être Lucie parlera un petit peu, et nous souhaiterions simplement présenter, afin que vous l'utilisiez, si besoin, un outil pratique que nous avons réalisé, donc ce glossaire des termes et mots utilisés par les djihadistes francophones. Donc, effectivement, il faut rappeler quand même qu'il y a une grande différence intellectuelle parmi les djihadistes, en proportion d'ailleurs des différences qui existent dans une population donnée, entre le parfait arabisant qui connaît la théologie djihadiste, appelons-la comme ça pour faire vite, et qui connaît le vocabulaire opérationnel de Daesh ou de Jabhat al-Nusra pour avoir été sur le terrain combattre, et le petit délinquant borderline qui lit le Coran en fumant discrètement du shit dans sa cellule. Donc, par choix, nous avons adopté une sorte de focale moyenne spectre large qui ne concerne ni le théologien pointu, ni le délinquant sans éducation religieuse. De toute façon, le théologien pointu va aller dans des domaines qui ne sont plus au cœur du djihadisme, mais qui sont plus proches de l'islamisme radical et du salafisme. Et donc là, les frontières ne sont pas nettes, même légalement, mais elles sont floues, fluides. Voilà. Donc l'outil est perfectible. Si vous avez des recommandations à faire, vous pouvez me les envoyer par email et on en tiendra compte. Et vous le trouverez sur le site internet de Mind Before Act dans la rubrique documents francophone djihadist glossary. Il est à la fois en anglais et en français. Je vais le présenter maintenant. Donc c'est tout simple. On aurait pu faire un truc techniquement beaucoup plus sophistiqué, mais on a privilégié l'opérationnalité. En clair, on a fait une grille papier. On aurait pu rajouter un support visuel et audio pour la prononciation, mais on a estimé qu'en détention ou dans certains lieux opérationnels, il fallait quelque chose de rapidement consultable et de léger et de rustique. Donc, présentation de papier. Donc, on a pris un système de translittération qui soit compréhensible pour des francophones. Il y en a d'autres, on aurait pu prendre un système anglophone. Et donc, on a une liste de vocabulaire avec des définitions. Donc, vous voyez qu'il y a des mots, il y a des expressions qui sont très spécifiques au djihadisme, comme Bakia wa Tatamaddad, en bas en bleu. La coloration en bleu, c'est une indication des termes qui sont soit opérationnels et qu'il faut prendre en compte pour une raison de précaution et de sûreté, soit qui sont au cœur du vocabulaire de Daesh, de Jabhat al-Nusra, y compris jusqu'à il y a 2 mois.
Et puis, il y a des termes qu'ils utilisent qui sont plus argotiques, comme avoir le somme, baktu, ou qui concernent du vocabulaire spécifique de la détention, détenu, gardien ou surveillant de prison, téléphone portable utilisé en détention, etc. Donc, cet outil a été distribué à un grand nombre, j'ignore combien, de policiers français travaillant sur le djihadisme dans une perspective judiciaire. Il a été distribué à des gens issus du renseignement pénitentiaire suisse, belge et français, à des personnels pénitentiaires, à des syndicats professionnels pénitentiaires et policiers dans ces 3 pays, et aussi à un service de renseignement d'un pays francophone non français. Une des caractéristiques, parmi les caractéristiques dont on peut parler ici, c'est que le langage qu'utilisent les djihadistes francophones au quotidien est très hybride. Il y a parfois une relation à la langue arabe qui est intuitive avant d'être rigoureuse, spécialement chez les 3e, 4e générations. Ces caractéristiques et sans surprise de l'hybridation de ces gens dans la culture française au bout de 3 ou 4 générations, les aspects purement originaires du pays d'origine ont été altérés, ont évolué ou ont été oubliés. Et donc, on a une pratique essentiellement orale quand la forme écrite est parfois moins maîtrisée. Et il y a certains aspects de la langue arabe qui ont disparu. Par exemple, le shadda, c'est-à-dire, disons, une double consonne ou les voyelles longues. Et il y a certaines expressions qui ont changé de sens par rapport au sens arabe originel. Par exemple, Inch'Allah, qui veut littéralement dire si Dieu veut, peut vouloir dire chez certains, peut-être ou on verra. L'emploi de mots et concepts émanant du vocabulaire d'organisations djihadistes, même s'ils sont mal maîtrisés, a aussi cette fonction de promouvoir celui qui les emploie, en particulier dans une situation de prosélytisme. Et parler arabe, ou essayer de le parler, ou faire croire qu'on le parle, c'est aussi, dans ces milieux-là, évidemment gratifiant socialement, et ça donne une position morale, symbolique, qui permet de recruter, par exemple, ou qui permet de se distinguer par rapport aux autres. Alors, il convient aussi de signaler que ce qui se retrouve dans ce glossaire, en particulier dans les formes argotiques, est aussi symptomatique de cette hybridation, puisqu'on trouve des formes argotiques vernaculaires, du verlan, on trouve des mots issus de langues africaines, Baptou par exemple, pour désigner blanc. On trouve des formes qui viennent du turc, comme guer, qui veut dire rose et cochon, donc à la base, c'est une insulte pour désigner les blancs. Il y a des insultes ou il y a des mots spécifiques qui concernent les policiers, les juges, les SPIP ou les surveillants pénitentiaires ou les autres détenus. Et ce qui est curieux, c'est que pour en avoir parlé avec des praticiens et des chercheurs allemands, cette problématique de l'hybridité typique du djihadisme, de la langue djihadiste française, n'existe pas dans d'autres pays, en Allemagne par exemple. Je me suis occupé. Merci. Suivant. Donc, nous avons 280 mots avec des définitions. Et comme je vous l'ai dit, on l'a distribué et on continue à distribuer dans beaucoup d'endroits, et dernièrement au Maroc et en Allemagne. L'idée, c'est de voir si on peut faire ce genre d'outil pour d'autres communautés extrémistes violents linguistiques. Par exemple, voir s'il y a un lien entre le vocabulaire extrémiste allemand de gauche et l'extrémisme de gauche français ou américain. Donc, encore une fois, on espère que cet outil est utile pour les praticiens, spécialement pour les non-arabisants et ou les non-spécialistes du style des gens qui ne seraient pas analystes de renseignement. Suivant. Alors, j'aimerais vous parler du concept de taqiyya, parce que dans le monde francophone, on le trouve de partout. Et je me suis retrouvé, moi, en détention à travailler avec quelqu'un qui avait été en Syrie, d'origine tchétchène, mais qui était dysphasique, c'est-à-dire qu'il avait du mal à parler, avec un quotient intellectuel assez peu élevé, peu d'études, il avait du mal à donner son avis, spécialement quand d'autres détenus étaient présents dans le groupe, spécialement les leaders négatifs, et donc il parlait peu. Et dans mes relations avec les surveillants,
on parlait de lui, et les surveillants me disaient, oui, mais lui, il dit rien, c'est un émir, c'est la taquilla. Alors que les psychiatres et psychologues dans mon équipe avaient diagnostiqué chez lui un problème systématique, une difficulté systématique à argumenter, à parler. Donc le concept de taquilla, j'ai été amené à réfléchir sur le sujet parce qu'il me semblait que ça mettait un biais de principe, et tandis qu'il fait florès en France. Et un jour, je me suis retrouvé dans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas où il y avait l'assassin Theo Van Gogh, il y avait 4 ou 5 tueurs en série, bon, des gens qui concernaient le terrorisme djihadiste. Et j'ai parlé à la directrice qui me présentait cette institution. Est-ce que vous pensez qu'il vous dissimule des choses? Que pensez-vous de la taquilla? Et elle m'a répondu, de toute façon, on a un tel ratio surveillant-détenu, à peu près 2 surveillants pour 3 détenus dans ce quartier de haute sécurité spécifique, que nous postulons qu'il nous cache probablement quelque chose, mais que c'est assez secondaire. Et j'ai posé la même question un jour où j'ai fait un séminaire en Suisse avec des gens du renseignement pénitentiaire suisse. Et ils m'ont répondu, non, nous on a un ratio tellement important de surveillants détenus qu'il est impossible que les détenus nous cachent quelque chose. Alors là, on a 2 explications. Soit c'est de la naïveté, soit c'est vrai. Mais à contrario, ça voudrait dire touchant la France qu'il y a un tel faible ratio, fort ratio, pardon, entre surveillants et détenus, par exemple un surveillant pour 15 détenus, que par cet effet de distance statistique, il est possible ontologiquement que les surveillants aient du mal à observer tout ce qui se passe, même dans les quartiers où il y a des détenus particulièrement radicalisés. Alors il est vrai que il y a des protocoles opérationnels que certains djihadistes de haut de gamme ont utilisés et qui leur a appris à adopter des postures pour dire aux policiers, aux juges, aux surveillants ce qu'ils ont envie d'entendre. Et il y a même des éléments théologiques qu'on retrouve ici ou là, en particulier dans la littérature djihadiste, qui justifient qu'on puisse mentir par omission ou explicitement à des mécréants, à des tarouts, c'est-à-dire à des ennemis de la cause, à des ennemis des frères. Et donc, par principe de précaution, il ne faut pas considérer que ça n'existe pas, mais je pense qu'on devrait spécialement faire attention à l'utiliser, à le diagnostiquer d'une manière restrictive, spécialement en France, parce que je pense que ça entraîne, spécialement en détention, de nombreux inconvénients. On perd des interactions à cause de ce biais systématique. Donc, il faut savoir l'utiliser à dessein. Je me permets de souligner aussi qu'il y a d'autres concepts voisins, par exemple Kitman et Muruna. Kitman, c'est une posture de mensonge, y compris formelle, y compris dans l'apparence, qui est beaucoup plus opérationnel et applicatif que la notion de taquilla. La notion de taquilla, c'est un concept d'origine chiite qui consiste à dire que quand on vit en tant que musulman en minorité à un endroit donné, eh bien, ou face à des ennemis qui sont temporairement plus puissants que nous, il faut leur mentir ou ne rien dire. Alors que les notions de Kitman et Muruna, c'est des notions qui sont beaucoup plus actives et opérationnelles. C'est l'idée, par exemple, que les gens qui ont fait le 11 septembre avaient dans leur bagage des revues pornographiques et de l'alcool afin de montrer aux services de surveillance et de contrôle des bagages que ça n'était pas des djihadistes, mais des gens qui ne pratiquaient pas leur religion. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas l'utiliser. Nous allons bientôt sortir un article sur ce sujet qu'on distribuera sur le site de la Fondation, par Mind Before Act si on a le temps, ou sur LinkedIn. Alors, on a aussi utilisé quelque chose pour gérer la colère et l'intolérance à la frustration. Parce que c'est une problématique, voire un trait psychologique qui est très présent parmi les bénéficiaires ou les détenus avec lesquels on est amené à travailler en détention, par exemple parce que les conditions de détention induisent une frustration ou une colère. Et c'est ainsi que quand on fait du travail en groupe, on a souvent les 10-15 premières minutes une éruption de colère. Et donc on le sait maintenant, ils expriment leur frustration de la détention, de leur injustice perçue, de la non-avancée de leur dossier judiciaire, etc.
Alors là, en dessous, je vous ai représenté comment les énergies négatives et positives exprimées dans différents groupes de parole avec des djihadistes qui revenaient de Syrie. F1 et I1, F1 c'est moi, I1 c'est un intervenant numéro 1, formateur 1 et intervenant 1. Donc on était réunis autour d'une table, les étoiles et le triangle c'est des détenus djihadistes, et la parole était fluide, en particulier grâce à l'apparition imprévue d'un détenu qui était proche des frères Kouachi et qui a été quelqu'un qui était très pacificateur, pondérateur et qu'on peut qualifier à l'analyse a posteriori comme leader positif. En revanche, dans un autre groupe de parole, dans une autre maison, dans un autre centre de détention de la région parisienne, là, on a eu une éruption de colère parce qu'on avait un des détenus autour de la table qui était incapable de se contrôler et qui avait des troubles aussi psychiatriques et comportementaux, donc c'était compliqué. Il n'avait aucune connaissance de la religion et il lisait le Coran en fumant le hashish, ce qui est quand même un peu contradictoire. Et il y avait un leader négatif passif dans son coin. Et là, on a eu une explosion de colère. On a eu des choses du style Robespierre et Daesh, c'est pareil. Tous ces Antillais, les surveillants, c'est des bounties. La France est le pays le plus raciste du monde. Alors, on a argumenté, on a dialogué, etc. Mais vous voyez que la colère, ça peut avoir des conséquences assez importantes, y compris sur la sécurité, parce que si la colère continue, on peut passer à la violence verbale ou physique, ce qui ne nous est jamais arrivé. Aussi bien la violence physique ou verbale, mais sans doute avons-nous de la chance. Donc, nous avons adopté, en lien avec les pratiques que nous avons observées dans les programmes de recherche avec les expériences d'Europe du Nord opérationnelles, dans une perspective de prévention de la récidive et de réintégration pacifique dans la société après la détention, on a pris une approche cognitivo-comportementale de la colère, qui se caractérise schématiquement ainsi, avec des facteurs prédisposants issus de l'enfance ou des croyances fondamentales. Il y a des événements déclencheurs, par exemple la cristallisation d'une terre de djihad en Syrie, ou le chômage, ou une séparation, ou des problèmes familiaux, ou une insatisfaction dans la vie, une insatisfaction existentielle. Nous avons vu ainsi des gens qui basculaient dans le djihadisme au point qu'il y a des conséquences légales, parce que le djihadisme leur faisait une sorte de blindage moral et psychologique face aux autres et face à eux-mêmes. Alors qu'avant, ils se droguaient et ils avaient des pratiques sexuelles nombreuses et effectivement instables. Donc le djihadisme était une sorte d'armure morale qui était une sorte de réaction empirique et maladroite quant aux conséquences face à ce système de colère. Donc, il y a des facteurs perpétuants sur lesquels on peut agir et c'est une recommandation qu'on peut faire. Quand on faisait du face-à-face psychologique avec les détenus, il y avait des problèmes typiques. Un certain nombre de détenus nous disaient « la psychologie, c'est un truc de juif, ça a été inventé par Freud, donc c'est des ennemis de l'islam ». Dans leur instrumentalisation des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent souvent, pas toujours, mais souvent. Donc, de surcroît, le psychologue peut être perçu comme une sorte d'informateur de la police ou de l'administration pénitentiaire si le travail thérapeutique se fait en face-à-face en détention ou hors détention. Alors même qu'il peut y avoir des besoins personnels importants, il peut y avoir des pathologies lourdes, des problèmes de gestion de la colère ou de la frustration, comme on l'a dit. Le travail en groupe peut être utile. Nous passons régulièrement du travail individuel au travail en groupe et du travail en groupe au travail individuel parce que certaines choses ne peuvent pas se dire en groupe. Et ça permet aussi, quand il y a des problématiques collectives, de prendre en charge ça collectivement et d'entraîner ces individus à utiliser des outils comportementalistes cognitivistes, c'est-à-dire TTC de la colère ou de la violence. Et clairement, dans le cadre du programme AMAL que j'ai eu l'honneur de concevoir et diriger, qui était en 2015-2016 pour l'administration pénitentiaire française, c'était un programme avec 12 détenus et ça concernait des revenants ou des gens qui avaient tenté de faire des attentats en France.
donc, ou qui avaient envoyé plusieurs personnes se faire exploser en Syrie, donc des gens du spectre haut en termes de, sinon de dangerosité, en tout cas de la radicalisation violente. On a associé le corpus islamique sur le sujet avec les techniques TCC. On sait que dans le corpus islamique au sens large, il y a des hadiths, c'est-à-dire des propos plus ou moins authentifiés du prophète Mohammed, qui parlent de la colère. On est parti de ça, en fait. Et il y en a qui sont célèbres, je vous en cite deux. Celui qui calme une colère alors qu'il était capable de l'extérioriser, Allah l'appellera devant toutes les créatures le jour de la résurrection et lui fera choisir parmi les houris celle qu'il désire. Et surtout la seconde, qu'on cite ici, l'homme fort n'est pas celui qui prend le dessus sur les gens, mais l'homme fort est celui qui prend le dessus sur sa propre personne. Il y a d'autres traductions qui disent sur sa propre colère. Nous avons trouvé que c'était un puissant levier pour leur faire accepter l'idée qu'il était parfaitement compatible avec l'islam de travailler sur et non seulement ça, mais c'était un moyen de devenir un meilleur musulman en regardant les hadiths du prophète. On a utilisé à la suite de ça, en continuité, les techniques TCC de gestion de la colère et de la violence physique ou verbale. Et je vous ai mis un lien pour trouver certains éléments de base sur le sujet. Donc, ici, clairement, et je ne mésestime pas le problème que certains peuvent avoir en vertu de la laïcité ou du sécularisme, mais le programme Amal avait pour but d'aller sur le terrain de ces gens-là, y compris à travers la religion et ses conséquences psychologiques et morales et sociales, pour les ramener pacifiquement dans notre société. Donc, la psychologie comportementaliste cognitiviste et ses outils est devenue, en l'espèce, c'est une pratique qui est facilitante, illustrative de préceptes islamiques. Et je passe la parole à Lucie. Oui. Alors, moi, je vais vous parler plus particulièrement de la méthodologie et des outils d'accompagnement des personnes détenues qui étaient prévenues ou condamnées pour des faits relatifs au terrorisme et que j'ai pu suivre au cours de différents programmes. Je vais vous parler de quelques outils, de quelques approches qui, bien entendu, ont aussi été celles avec lesquelles j'ai travaillé dans le cadre du programme Amal dont parlait Jean-Luc. Alors d'abord, qui étaient ces individus ? Alors il s'agissait à la fois de personnes donc, prévenues ou condamnées pour des faits relatifs au terrorisme, mais aussi de personnes détenues que l'administration pénitentiaire identifiait comme étant en risque de se radicaliser, de passer à une radicalisation violente. Il pouvait s'agir de jeunes isolés, psychologiquement fragiles, indigents, comme on le dit dans l'administration pénitentiaire, également de détenus qui auraient été condamnés pour des peines jugées infamantes aux yeux des autres détenus, les pédophiles par exemple. Donc ces personnes-là étaient effectivement en risque de se faire récupérer par des djihadistes prosélytes à leur arrivée en prison, par des groupes, parce qu'elles recherchaient donc le moyen de passer une détention un peu tranquille. Donc, comme le disait Jean-Luc, déjà, la radicalisation violente, les causes, elles sont multifactorielles et l'approche, elle doit être multidimensionnelle, tout en étant aussi tout à fait personnalisée. C'est très important. Au départ, un programme de ce genre sur le champ de l'élaboration de projets, sur l'orientation, on va dire, commence par un entretien individuel. Alors, l'importance de l'entretien individuel avant de passer au groupe, c'est déjà qu'on va établir une relation, idéalement une relation de confiance, on va voir avec quels outils de toute façon. Et dès lors qu'on a établi cette relation, l'ouverture du groupe va en être facilitée. On n'évitera pas les provocations, on n'évitera pas les leaders négatifs, certaines formes d'agressivité parfois. Mais dès lors que cette relation humaine existe, c'est déjà quelque chose de facilitant. Donc ce schéma, il représente la posture de l'intervenant dans ce champ psychosocial, on va dire. Cet intervenant, il dispose de différentes compétences. Il travaille dans un environnement socio-économique. Ça peut être l'environnement carcéral, ça peut être aussi à l'extérieur, ça peut être l'école, ça peut être un autre environnement, un autre contexte.
Il va disposer donc de 2 axes où il va développer ses compétences en direction de la personne, de l'individu, afin de l'aider à prendre en compte, à identifier sa problématique. Alors sur l'axe technique, lui, il a une connaissance, c'est celle des métiers, par exemple, c'est celle de la communication, c'est celle du monde du travail, du monde extérieur, c'est toutes ces compétences-là. Et puis sur l'axe relationnel, il a des capacités d'empathie, de congruence qui vont lui permettre d'entrer en relation. Donc l'idée, c'est progressivement d'amener la personne avec un questionnement sur différents champs, on va les voir après, de l'amener à identifier ses problématiques et puis surtout d'arriver à un diagnostic partagé. Hein. Ça commence toujours par « si je vous ai bien compris, voilà où nous en sommes ». Alors bien sûr, ce n'est pas au bout d'un premier entretien qu'on va poser un diagnostic global sur la personne, mais on va déjà identifier peut-être un frein sur lequel il va falloir travailler. Alors le questionnement, je dirais l'intervenant, il a une expertise sur le questionnement, il n'a pas une expertise sur les réponses. Les réponses, c'est l'individu, en l'occurrence le détenu, qui les détient, c'est sa vie à lui. Donc, on va en tout cas orienter un questionnement le plus riche possible sur le champ du profil, c'est-à-dire son parcours, sa scolarité, ses liens familiaux, sa situation de famille. Sur le projet, qu'est-ce qu'il envisage? Et ça, c'est valable aussi même lorsque les personnes sont prévenues, parce que ce qu'il faut éviter pour essayer de les désengager de la délinquance et de la radicalisation violente, c'est de les mettre en mouvement dans leur tête, de les amener à se projeter, à être capables de se projeter. Donc même si la personne est prévenue, il y a des démarches qu'elle peut commencer à entreprendre. Il faut qu'elle se mette en mouvement parce que ce temps figé, subir ce temps de l'incarcération, c'est vraiment le plus nocif, et notamment par rapport à des problématiques de violence ou des problématiques, comme on l'a vu, de radicalisation violente. En dehors de ça, on va aborder aussi par un questionnement les freins périphériques, sociaux, la santé, la situation pénale. Est-ce que la personne est isolée de sa famille? Est-ce qu'elle reçoit des visites ou pas? Et voilà, et on va surtout écouter de façon très active et de questionner de la manière la plus large possible pour amener la personne à s'exprimer. Et on va aller repérer là-dedans tout ce qui va nous être utile pour l'accompagnement. Et puis, bien sûr, sur ses compétences, ses habiletés, ses centres d'intérêt. On va voir que ça va être utile après dans nos méthodes pour construire et élaborer un projet de réinsertion. Alors, la méthode ADVP, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une méthode canadienne qui a beaucoup inspiré tous les conseillers d'orientation de France. C'est ce qui va nous permettre en plusieurs étapes et en utilisant le temps, de construire un projet et puis surtout d'en définir les premières étapes. La première étape, c'est l'exploration. C'est le moment où, sous le choc de l'incarcération, la personne ne sait plus où elle en est, ce qu'elle veut devenir. Elle voit bien que continuer dans la même démarche présente un certain nombre de problèmes. Donc, c'est une étape, on va dire, de découverte. Et il va falloir aller interroger ses goûts, ses valeurs, ses centres d'intérêt. Alors, par exemple, il y a un certain nombre de tests et d'outils qui nous aident à travailler lors de cette étape. Ça peut être d'identifier ses expériences réussies. Ça a l'avantage aussi, même si ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein, j'ai l'exemple d'une personne qui était justement dans le cadre du programme Amal et qui avait construit une ruche. Bon, c'était un Tchétchène d'ailleurs. Bon, bah, une ruche, techniquement, c'est pas évident de la construire. Donc, c'est l'expérience réussie qu'il avait choisi de nous raconter. L'intervenant ou les intervenants sont là pour souligner tout ce qu'il a pu mettre en œuvre de manière à valoriser cette expérience et à restaurer l'estime de soi. Parce qu'il est bien certain que même si ces personnes veulent donner le change lorsqu'elles sont incarcérées et souvent en groupe, on sait très bien qu'elles sont dans une situation d'échec absolu et qu'au fond d'elles-mêmes, elles le savent bien. Donc, restaurer l'estime de soi, c'est ce qui va permettre de s'appuyer sur ces ressources pour pouvoir avancer à nouveau. Après, on a une étape de cristallisation. C'est celle qui est une étape de compréhension. C'est celle où on va petit à petit dessiner des orientations, se concentrer sur un choix de métier. Là aussi, on leur apporte des éléments de connaissances sur les métiers, des tests qui vont leur permettre d'évaluer s'ils sont faits pour telle ou telle carrière ou
ou tel métier. On va également apporter des éléments sur la formation. Il faut savoir que dans l'institution pénitentiaire, il y a la possibilité de suivre des formations, de reprendre des études, de passer certains diplômes. On peut même passer le permis de conduire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte et tout un tas d'informations qu'on peut apporter. C'est le moment aussi où on leur dit à quel point les conseillers de probation, dont ils ne connaissent souvent pas le rôle et la fonction, sont là pour leur apporter, pour les accompagner, pour leur apporter de l'aide dans ces démarches-là. Ensuite, on a une partie qui est la spécification. Alors, dès lors qu'on a choisi un chemin, et bien encore faut-il hiérarchiser les étapes, faire des choix plus précis, et puis surtout confronter le désir à la réalité. Le choix qu'on va faire, l'orientation qu'on va prendre, le projet qu'on définit doit être réaliste et réalisable. Voilà. Et puis ensuite, l'étape de réalisation, alors celle-là, elle peut être reportée, surtout quand on est incarcéré. Pour autant, il y a quand même déjà des choses qu'on peut mettre en place. C'est définir des objectifs précis sous forme de plan d'action, avoir une stratégie et imaginer des scénarios pour réussir ces éléments. Je parlais de permis de conduire parce que quelqu'un, par exemple, qui va être près de la sortie, va pouvoir demander des espaces des autorisations de sortie pour passer le code, par exemple, et pour passer la conduite. Donc ça, c'est quelque chose d'envisageable. Après, il faut les financements, mais ça n'est pas impossible du tout. Voilà. Alors, la résilience, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup et dont on parle dans nos programmes également. Et puis on en parle sous forme de potentiel de ressources, un peu comme s'il s'agissait d'une musculature qu'on aurait à développer, à renforcer et à nourrir aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est, j'ai des gens sur qui je peux compter, des personnes en qui j'ai confiance, qui vont me soutenir en cas de difficulté. C'est aussi qui je suis. Je suis une personne qui a confiance en ses capacités, en ses compétences, qui est convaincue de sa valeur. C'est qu'est-ce que j'aime? J'aime vivre des expériences positives, donc je vais tâcher de les provoquer au lieu de me retrouver dans des situations plus complexes. Et puis je peux, c'est ce pouvoir que je peux avoir sur ma destinée, je peux résoudre tout type de problèmes et apprendre toutes sortes de choses. Donc, si on imagine que ces 4 axes sont des muscles, on va, à l'aide d'un test, permettre aux personnes du groupe d'identifier à quel niveau ils ont travaillé ces muscles-là. Voilà. Alors en général, après le test, ils sont tous au taquet par rapport à tout ça. Et là encore, au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien que ce n'est pas si évident. Mais globalement, la résilience, c'est à travers toutes les expériences de la vie, ce qu'on a pu élaborer, nous, comme force, comme outil, et qu'on va remettre en action devant chaque difficulté ou épreuve. Qu'est-ce qu'on peut utiliser de nos expériences passées? C'est des éléments auxquels on se réfère souvent au cours de ces programmes. Très bien que ce n'est pas si évident. Mais globalement, la résilience, c'est à travers toutes les expériences de la vie, ce qu'on a pu élaborer, nous, comme force, comme outil, et qu'on va remettre en action devant chaque difficulté ou épreuve. Qu'est-ce qu'on peut utiliser de nos expériences passées? C'est des éléments auxquels on se réfère souvent au cours de ces programmes. Suivant. Alors la posture de l'intervenant, elle est, me semble-t-il, très importante, particulière notamment dans l'univers carcéral. Il faut savoir que intervenants extérieurs, nous ne faisons pas partie du personnel de la pénitentiaire, on n'est pas là en permanence, ni personnel surveillant, ni conseiller de probation. Ce qui fait que les relations que l'on va avoir avec les personnes détenues, les groupes ou les individus vont être d'une autre nature et dans lesquelles, bien entendu, il peut y avoir aussi de la sympathie. Et je dirais qu'il ne faut jamais oublier où on se trouve à ce moment-là. Jean-Luc parlait tout à l'heure de la prévention des agressions physiques ou verbales. Ce n'est pas des choses auxquelles on peut être très souvent confronté, mais on le sait très bien, ça existe dans le monde carcéral. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Et tout est dans la distance à ce moment-là. La distance, elle n'isole pas de la parole de l'autre, elle n'isole pas de l'autre, parce que on a aussi une capacité d'empathie et de se mettre
en relation avec la personne, aussi bien au niveau du vocabulaire, ça va nous permettre de mieux la comprendre. Il est important d'avoir une attitude sans jugement de valeur, bien entendu, d'être transparent. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que je dis, être en capacité de s'adapter. Et puis, avant toute chose, de poser un cadre. Il est évident que le fonctionnement de ce groupe, pendant les périodes de travail en groupe et puis pendant les relations individuelles aussi, c'est quelque chose qui doit être normé. D'abord, dans la grande majorité des cas que j'ai pu rencontrer, les personnes détenues, le cadre, il avait rarement été posé dans leur vie, justement, par l'éducation, par les institutions, ils étaient un petit peu passés à côté. Le cadre, il est fait de repères et de limites. Ça va être bien sûr le respect mutuel, mais aussi le respect de l'institution. Un intervenant extérieur ne laissera pas passer des critiques outrancières et des violences verbales contre les personnels de l'institution pénitentiaire, hein, par exemple. Pour faire ce travail, il va être nécessaire soi-même, en tant qu'intervenant, d'identifier ses attitudes. Donc, on va... Les attitudes de porteur, c'est ce dont je voulais vous parler auparavant. Il en existe 6 qui vont être, vous avez peut-être dû en entendre parler, hein. De toute façon, c'est des éléments que vous aurez également et qu'on vous communiquera. Elles sont 6, ces attitudes qui vont être l'attitude de jugement, l'attitude d'évaluation et de jugement, qui est quand même utilisée fort peu souvent. Là, on est dans le jugement de valeur, c'est quelque chose qui va bloquer souvent la communication. L'attitude d'interprétation qui va faire que c'est pas loin d'être de la reformulation. L'attitude de soutien et d'encouragement, alors qui peut être utile au départ, mais on sait aussi que si on est trop dans le soutien par rapport à la problématique d'un individu, si on n'arrive pas à l'amener à résoudre ce problème, eh bien sa réaction à lui va être de l'agressivité, puisque les choses n'avanceront pas de toute façon. L'attitude d'investigation qui, elle, est à privilégier, d'enquête, le questionnement, tout ce qui va nous permettre d'avoir le plus d'éléments possible. L'attitude de compréhension, là, elle est effectivement nécessaire aussi. Alors, et l'attitude de conseil, alors là aussi, qui peut être aussi des attitudes d'ordre, hein, ça peut être aussi quelque chose qui va nous aider, cette attitude à refixer des limites ou des barrières quand c'est nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces attitudes, elles sont spontanées et qu'elles vont provoquer chez l'interlocuteur des réactions qui peuvent être positives ou négatives. Comme elles sont spontanées, ce sont nos attitudes en tant qu'intervenant, on ne va pas pouvoir complètement les proscrire. Simplement, il est nécessaire d'en avoir conscience. Je voulais vous parler aussi très rapidement de la notion de contrôle interne et externe, chose importante sur laquelle on travaille également avec les personnes parce que ça va être déterminant pour avancer sur le sens de la peine. Qu'est-ce qu'ils font là en prison et pourquoi ils sont-ils arrivés? Et là aussi, un travail qui va aider à la distanciation du désengagement par rapport à la radicalisation violente. Le contrôle interne, la personne qui se situe dans le contrôle interne sait qu'elle détient des clés pour sa réussite, pour son évolution, pour le changement, pour un tas de choses. Celle qui est dans le contrôle externe va considérer assez souvent que c'est la fatalité, que ça lui est arrivé comme ça par accident. Ce qui nous amène assez souvent à rappeler, donc en détention, qu'il y a bien eu une décision à un moment donné qui a fait que la personne se retrouve incarcérée. Ça, c'est un travail important qu'on fait aussi. Tous ces éléments dont je vous parle, évidemment, concernent des tests, des outils que l'on va mettre en œuvre de façon articulée tout au long d'un programme. Voilà, donc pour ma part, c'était un éclairage sur la façon dont on travaille dans ce domaine. Donc à toi, Jean-Luc. Ouais. À titre de conclusion, je voudrais souligner différentes choses, en particulier concernant l'évaluation, les évaluations. Mais d'abord, vous avez vu que le postulat de notre approche, c'est que, et l'approche qu'on recommande, c'est de ne pas distinguer artificiellement approche de sécurité et prévention, et qu'on considère ça comme un continuum.
du point de vue de l'approche, du point de vue des praticiens de la sécurité, on doit pouvoir considérer que la prévention, c'est aussi un moyen de, si ça réussit, et ça réussit parfois, de réduire les risques et par conséquent leur travail. Un individu qui retourne dans une société pacifiquement et d'une manière stable, il sort du spectre d'observation de l'antiterrorisme. Donc il y a un principe de précaution certes, mais le principe de réalité, ça ne devrait pas être opposé comme ça l'est parfois, de moins en moins d'ailleurs. Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas toujours difficiles. Et pour nous, en particulier au plan de la recherche européenne, les principaux défis, c'est la problématique de l'évaluation. Par évaluation, ça peut vouloir dire évaluer des programmes de prévention qui sont mis en place, évaluer des outils, marchent-ils, coûtent-ils trop cher, etc. Et aussi évaluer des associations partenaires extérieures qui interviennent en détention. À l'observation, c'est mon avis personnel, je pense que souvent il y a une inclination de différentes administrations pénitentiaires, des différentes prisons, de recruter des gens pour intervenir qu'ils connaissent simplement pour agir dans d'autres domaines, par exemple culturel, théâtral, etc. Mais c'est une chose d'être bon pour faire de l'animation théâtrale et c'en est une autre pour faire de la distanciation envers l'extrémisme violent. Autrement dit, il y a eu une sorte souvent de routine de recrutement et je pense qu'il y aurait des méthodes d'évaluation des partenaires extérieurs, y compris nous d'ailleurs, quand on intervient, sachant que ça n'est pas ma vocation principale, pour évaluer. Mais l'évaluation ne peut pas être universelle parce qu'il y a l'évaluation de programme dont je viens brièvement de parler, mais il y a aussi l'évaluation des individus. Et pour vous présenter ça brièvement, le renseignement policier a une perspective de détection des attentats. Donc, les indices qu'ils vont tenter d'évaluer ici vont être ce qu'on appelle les indices préopérationnels, changement dans les méthodes de communication de l'individu ou du groupe observé, posture de sécurité dans la vie de tous les jours, tenter de se procurer des produits précurseurs d'engins explosifs dans des drogueries si c'est du TATP ou dans des fermes si c'est du nitrate d'ammonium, etc. Tentative d'acheter des armes sous là. Un policier judiciaire, lui, sera éventuellement dans une autre perspective. Sa principale focale sera de voir quels sont parmi les faits collectés sur un individu ou un groupe, ceux qui sont judiciarisables. Autrement dit, opposables en droit à l'égard de cet individu ou de ce groupe. Donc déjà, la problématique entre les deux services est un peu différente, même s'il y a des passerelles dans les faits. Pour un SPIP, un agent de probation, la perspective, ça sera plutôt quelles sont les possibilités pacifiques et stables de réinsertion sociale. Un psychologue sera intéressé par d'autres aspects. Aussi, comment évaluer ce que j'appelle le chemin individuel de distanciation. La dangerosité, c'est un énorme problème, la dangerosité et le potentiel de récidive. Sachant qu'il ne saurait y avoir d'outils universels, sans même parler de l'évaluation de la sincérité. Et en plus, il y a une culture de l'évaluation qui est différente d'un pays à l'autre et d'une communauté professionnelle à l'autre. Par exemple, certains pays n'ont pas forcément une interdiction légale ou de principe à utiliser l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a 2 projets pilotes pénitentiaires qui évaluent la dangerosité des détenus en utilisant l'intelligence artificielle. Et a posteriori, il y a des différences de 7 à 8% parmi la précision de l'évaluation du potentiel de récidive. On sait aussi que le profilage automatique, qui est illégal dans certains pays et je crois en France, entraîne des biais de surreprésentation de certaines communautés visibles. Donc, d'un point de vue éthique, ça suscite de nombreux problèmes. Et puis, il y a d'autres communautés professionnelles qui n'aiment pas utiliser ce qu'on appelle les outils actuariels qui nécessitent des opinions précises, oui, non, mises en case. Parce que c'est trop impliquant et il peut y avoir des conséquences légales ou de mise en boîte d'un bénéficiaire, d'un détenu ou d'un jeune ou d'une femme qui est soumise à ce questionnaire d'évaluation, qui peut entraîner des problèmes éthiques ou déontologiques de la part
des praticiens qui les conduisent. Donc, ceux-ci préféreront les outils, les entretiens cliniques qui permettent plus d'ouverture et de rédiger des textes éventuellement moins impliquants et moins définitifs quant aux conclusions. Donc, entre outils actuariels et cliniques, intelligence artificielle et praticiens, sans parler des différentes formes d'extrémisme violent, parce qu'il n'est pas certain qu'on évalue la dangerosité ou les chances de réinsertion d'un djihadiste comme on le fait avec un néo-nazi. Donc tout ça est très compliqué et est un monde en soi et ça fait l'objet de recherches importantes à l'heure actuelle, de recherches appliquées. Il y a quelques protocoles qui sont apparus en Allemagne, en Angleterre, et j'avais modestement contribué à introduire un outil que je n'ai pas fait, qui a été fait par une psychologue qui s'appelle Hélène Pressman et qui s'appelle Vera 2R, mais que je n'avais pas recommandé à la fin, bien que quelques agents de probation et des binômes radicalisation aient été formés sur le sujet, sur l'outil, parce que je pense qu'il a des biais et qu'il donne une photographie à un moment donné, alors qu'il faudrait faire cette même photographie à N moments afin d'avoir une évaluation plus dynamique. Bref, c'est un monde en soi qu'on ouvre au moment de conclure. Mais sans doute en parlerons-nous une prochaine fois. En tout cas, pour nous, c'était une première, ce webinaire. Ça ne s'est pas si mal passé, je dirais. Je pense qu'on va vous envoyer un questionnaire d'évaluation. Ayez la gentillesse, s'il vous plaît, de le remplir pour nous permettre de nous améliorer. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.